Donc là, on va accueillir François-Xavier qui va nous présenter le retour du CES. Bonjour. Alors l'idée effectivement c'est de vous informer en fait sur tout ce qu'on a pu voir à Las Vegas. L'idée là c'est de vous présenter un petit peu mon analyse, donc qui ne vaut que en tant que telle, et surtout je passerai la parole après à 3 voire 4 parce que je vois qu'Emmanuel est là, donc tu seras le bienvenu si tu veux également commenter ce que je vais dire et surtout ce que toi tu as pu voir là-bas, parce qu'on n'a pas eu le temps de débriefer, souviens-toi. L'idée, en fait, c'est je dirais, un rapport d'étonnement, en fait. C'est-à-dire, vous allez voir un petit peu le contexte. Pour certains, vous le connaissez déjà. C'est quelque chose d'énorme. Chacun a une approche raisonnée du connecté, en fait. Vous avez tous les chiffres en tête. On parle de 10, de 20, de 100, de 200 objets connectés dans toutes nos maisons. Qui a envie d'avoir 200 objets connectés, ou en tout cas qui a envie d'avoir 200 applications qui permettent de gérer ces objets connectés? Personne. Donc cette logique de raisonner, c'est ça que j'ai analysé moi cette année à Las Vegas. Donc la question que je me suis posée, c'est en 2020, là, où en est-on d'un point de vue technologique, parce que n'oublions pas que c'est d'abord un salon de technologie, d'un point de vue serviciel, je vous expliquerai tout à l'heure, contextuel et surtout éthique. C'est-à-dire, puisque personne n'a envie d'avoir 200 objets connectés, 200 applications, sans faire peur, Patrice vient de parler de cybersécurité. Je vous parlerai tout à l'heure de procès en cours aujourd'hui aux États-Unis, d'actions de masse, de consommateurs qui se retournent contre les fournisseurs d'objets connectés. Donc il y a aujourd'hui, en gros, c'est plus un problème d'ingénieurs. On a confié les clés aux ingénieurs. Les années 2010, ils ont fait leur boulot. Ils ont démontré qu'on pouvait mettre du connecté pas cher, relativement satisfaisant, pas très sécurisé certes, mais de façon très puissante dans tous les objets possibles et imaginables, y compris une patate. On laisse tomber les ingénieurs. Maintenant, c'est les sociologues, c'est peut-être les psychologues, et surtout, c'est les consommateurs qui doivent se définir vis-à-vis de ces objets connectés. Donc, d'un point de vue technologique, en quelques mots, je crois qu'Angelo on a parlé tout à l'heure, vous avez, je crois vers le 20 décembre, entendu sans doute parler de l'initiative CHIP, donc Connected Home over IP. Tout le monde à Las Vegas ne parlait que de ça en fait. Il n'y avait pas de stand, il n'y avait pas de représentants. Alors il y avait peut-être la Zigbee Alliance qui était représentée, d'ailleurs je ne les ai pas vus. J'ai eu beaucoup de Z-Wave mais pas beaucoup de Zigbee Alliance. Mais globalement, tous les experts du smart home, du smart building, de la smart city n'avaient que ce mot-là à la bouche en fait. Chip, c'est majeur, c'est-à-dire ça fait 15 ans et on avait presque abandonné. Moi personnellement j'avais abandonné l'idée d'avoir un protocole un petit peu convergent. Les GAFA, plus des Legrand, des Somfy, des Schneider, plus quelques Chinois, plus tous les membres de la Zigbee Alliance ont dit stop, on est dans le mur. Vous voyez bien, chez vous, vous avez plusieurs écosystèmes qui ne se parlent pas. Donc ça veut dire qu'on est déjà arrivé trop loin, en fait. Donc que les GAFA et que la Zigbee Alliance disent stop, c'est plutôt bon signe, en fait. C'est de dire, avant d'aller plus loin, avant d'arriver à 200 objets connectés par maison, posons-nous les bonnes questions. Et peut-être, si tout le monde se met d'accord, ce qui pourrait avoir lieu là, faisons converger tout sur un seul protocole au-dessus d'IP. Donc, je ne sais pas si c'est que du marketing. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'infos. Alors peut-être que Emmanuel pourra nous en parler d'un point de vue de Legrand, par exemple. Mais l'idée, comme le disait Angelo, c'est qu'à la fin de l'année, on ait déjà une idée, un draft, de ce que sera Chip et ce que pourrait devenir la maison connectée grâce à cette approche. Et c'est ça, pour moi, c'est la seule solution pour arriver à du plug and play. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas ça, on ne pourra jamais faire de plug and play dans le smart home, et donc on aura toujours des utilisateurs frustrés. Là, je suis encore... on va croire que chez Aguerre, je fais du favoritisme, mais c'est intéressant d'un point de vue technologique sur ce qu'on appelle le edge
AI, en fait, hein, l'intelligence artificielle embarquée dans les outils. Alors, il y a pléthore d'outils à Las Vegas qui embarquaient l'intelligence dans l'objet, en fait. C'est-à-dire, fini, et ça c'est peut-être la fin avec les années 2010, du tout cloud. Le tout cloud ne peut pas rendre satisfaisant la maison connectée. Donc, nos objets connectés sont puissants, ils peuvent embarquer de l'intelligence, ils peuvent embarquer des data, ils peuvent analyser, ils peuvent embarquer de l'algorithme. Et là, on constate que sur une serrure ou un cylindre connecté, on dit stop au cloud. On dit l'intelligence, la data, l'algorithme est embarqué dedans. Et même s'il n'y a pas de connexion Internet, ça fonctionne. On va plus loin, c'est assez intéressant parce que quand on parle aux promoteurs, et Angelo aurait pu en parler, en France en tout cas, aucun promoteur n'est prêt à mettre une serrure connectée sans clé. Donc il y a un peu cette schizophrénie. Là, vous avez une clé. Les assistants vocaux, donc, je ne vais pas en reparler, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, les objets connectés sont tellement puissants que rien ne les empêche, et c'est le cas de façon généralisée, d'embarquer plusieurs synthèses vocales en fait. Donc là, vous avez une télé, par exemple, vous pouvez lui dire Alexa, Google, Bixby, ce que vous voulez, elle va répondre, elle va comprendre et elle va s'adapter. Globalement, on parlait de beaucoup de multimodal en fait, hein, c'est-à-dire que la synthèse vocale est généralisée, mais on garde des boutons, on garde d'autres façons de piloter sa maison évidemment. Là, c'est un exemple d'écran. Donc ça, c'est Boulanger, hein, pour ceux qui reconnaissent, qui a annoncé avec Leroy Merlin, c'est le même groupe, une nouvelle interface. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Il n'y a pas qu'une seule interface, et on voit beaucoup de gens qui écrivent sur Las Vegas en disant c'est la synthèse vocale. Non, c'est plein d'interfaces, et dans une maison, il y aura plein d'interfaces, et en fonction de l'utilisateur, en fonction du moment de la journée, etc., on utilisera l'interface qui convient. Un petit mot sur, vous voyez peut-être tout en haut du stand, Self-Learning Home Automation. Donc ça, c'est intéressant. Je vous ai dit tout à l'heure que personne se lève le matin en se disant « Tiens, chouette, je vais programmer mon scénario, je vais programmer ma maison ». Non, elle doit se programmer tout seul, elle doit anticiper, elle doit vous proposer des scénarios. Donc là, j'ai découvert que c'était des Français en plus. Ils ont, un peu comme Ubiant l'an dernier, hein. Ubiant n'était pas là cette année, mais Ubiant avait déjà tracé cette voie-là l'an dernier, c'est de dire une maison connectée ne se programme pas, elle s'auto-programme, et puis vous, en fonction de vos réactions, de vos réponses, elle va s'améliorer. Alors, ouais. Au niveau technologique, un signe de maturité aussi. Alors on a déjà parlé en juillet, hein, notre journée d'échange. On avait eu un industriel qui était venu nous présenter le Wi-Fi 6. Bon, bah, ça y est, maintenant le Wi-Fi 6 est partout à Las Vegas. Ça ne veut pas dire qu'il est partout sur nos produits, mais ça va venir. Et ça change fondamentalement la maison connectée et la qualité, la fiabilité d'une maison connectée. Alors, Tuya, dont je parlais tout à l'heure, hein, les Chinois, alors ils embarquent plein de protocoles, mais eux, grâce au Wi-Fi 6, ils sont en direct Wi-Fi sur tous leurs produits, il n'y a plus de box, et ils gèrent leur maison connectée directement en Wi-Fi 6. Et puis, un petit peu, là, cette année, c'était moins que l'an dernier, mais Bluetooth 5.1, avec notamment la géolocalisation extrêmement précise, même la direction que les objets peuvent avoir dans un bâtiment. C'est assez intéressant, ça aussi, ça montre une certaine maturité technologique. Et le dernier point, même si pour moi, c'est pas forcément quelque chose qu'on va voir très très rapidement, vous savez qu'en France, la 5G, de toute façon, n'existe pas, mais il y a beaucoup d'acteurs qui voyaient la 5G comme la solution à la maison connectée. Moi, je n'en suis pas du tout convaincu, c'est pas forcément l'idéal. Autant ça va révolutionner la voiture autonome en mobilité, autant quand vous êtes dans une maison, on a d'autres réseaux beaucoup moins chers pour faire ce genre de choses. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Dernier point, au niveau technologie, on a vu alors là, on est encore au stade start-up, mais c'est fondamental hein, sur notamment les recharges et tout ce qui est USB-C. Par exemple, là, on avait une démo, on recharge un téléphone en 10 minutes, hein, donc ça change aussi beaucoup de choses sur l'autonomie et sur la recharge des objets connectés. Donc voilà, au niveau technologique, vous verrez dans mon bilan tout à l'heure, ça a extrêmement bien évolué, et si on fait l'hypothèse que dans un an, chip a abouti, on est pas mal. C'est-à-dire, ça y est, les ingénieurs ont délivré, on a maintenant les objets. Ce qui manque, évidemment, c'est l'aspect service. C'est-à-dire que les GAFA, hein,
les grands groupes, hein, Samsung, etc., lui, il considère qu'un objet connecté, vous le mettez sur une étagère, les gens, ils l'achètent sur Amazon ou à la Fnac ou que sais-je ailleurs, ils déballent, plug and play, et tout le monde est content. Je pense que dans la salle, vous êtes bien placé pour savoir que ça ne marche jamais comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit cette année à Las Vegas en termes de services? Alors, ça peut être du conseil, de l'installation, tout ce qui est lié aux évolutions, aux mises à jour, à la personnalisation, à la maintenance. On voit bien qu'il y a un énorme trou dans la raquette, en fait. Bonne nouvelle quand même, il y avait des acteurs. Donc là, je vous vois sourire, on les avait vus ensemble. Andy, alors j'ai creusé depuis, ils sont chez Walmart, hein, c'est l'équivalent un petit peu de Carrefour aux États-Unis, 2000 magasins aux États-Unis. Vous pouvez, quand vous achetez un objet, acheter, donc vous prenez la carte là, le service qui va avec. Donc si vous achetez, je sais pas, un assistant vocal, si vous dites putain, je suis perdu, j'ai jamais réussi à le connecter, bah, pas de problème, vous achetez quelqu'un qui va venir, vous l'installer, vous l'expliquer, etc. Et ça pour tous les objets connectés possibles, évidemment avec des combinaisons. C'est-à-dire si vous achetez 10 objets connectés, vous n'allez peut-être pas prendre 10 cartes, mais vous allez en tout cas acheter du service d'un humain qui va venir chez vous. D'accord? Donc ça, si ça existe aux États-Unis, ça va arriver en France. Ici, on parle de 80 000 entreprises. Alors pas évidemment que Smart Home, hein, parce que comme chez Boulanger, hein, vous achetez une machine à laver, vous pouvez prendre la carte, j'installe, je fais installer ma machine à laver. Donc là, il y a 80 000 professionnels aux États-Unis qui sont dans ce réseau-là et qui viennent expliquer, et donc de plus en plus sur les objets connectés. Et on a eu une confidence de la personne qui était sur le stand, ils sont déjà en train de discuter avec le roi Merlin. Donc ça veut dire qu'en France, on pourrait avoir à peu près la même approche. En tout cas, le roi Merlin en a besoin. Vous avez un communiqué de presse qui est apparu pendant le CES de le roi Merlin qui dit « L'enjeu, c'est le service ». Une petite parenthèse, parce que c'est pareil, je vous avais présenté Seven Hugs, alors je ne sais plus si c'était il y a 3 ans ou 5 ans, mais ils avaient un stand, un grand stand il y a 3 ans ou il y a 5 ans à Las Vegas. On les avait perdus de vue, et ils réapparaissent en fait. Et donc là, start-up française, qui n'est plus une start-up, je ne sais même pas s'ils sont encore très français, en tout cas ils ne vendent pas en Europe, ils sont dans les 100 magasins Best Buy aux États-Unis. Et c'est le produit magique par excellence. On parlait tout à l'heure de multimodal, on peut piloter sa maison de plein de façons différentes. Alors, voilà une façon complémentaire, c'est en fonction de l'endroit où vous pointez votre télécommande que l'interface va vous afficher de façon contextuelle ce qu'elle peut piloter. Donc si vous la mettez vers une ampoule, si vous la mettez vers une télé, si vous la mettez vers une box, etc., elle va piloter directement, elle va afficher directement les boutons. Donc eux, ils n'avaient pas de stand cette année, ils étaient dans une suite dans un hôtel, et ils recevaient leurs distributeurs, hein, c'est ça le CES Las Vegas, hein, c'est les relations entre des gens qui ont des bons produits et des gens qui souhaitent les distribuer. Donc Cocorico, parce que c'est quand même une initiative française, qui aboutit, parce qu'on dit toujours, les startups à Las Vegas, de toute façon, ça tourne et on ne les revoit jamais l'année d'après. La preuve que si, il y a, évidemment ce n'est pas la majorité, mais des startups qui parcourent le combattant de façon, font le parcours du combattant de façon complète et qui aboutissent. Donc ça, pourquoi ils sont dans les magasins Best Buy? C'est que dans tous les magasins Best Buy, ça aussi je vous l'avais présenté il y a 3 ans, il y a 3 ans c'était une pancarte. Aujourd'hui, dans tous les magasins Best Buy aux États-Unis, vous avez une partie du magasin qui ressemble à ça, et vous prenez rendez-vous, vous rencontrez des gens, vous faites venir des gens chez vous, et vous avez des experts qui viennent installer, configurer, personnaliser les produits connectés à votre domicile. Alors je me suis amusé parce que ça, on ne l'a pas vu à Las Vegas, mais vous avez tous entendu parler de Amazon Service. Aux États-Unis, là je suis sur le site d'Amazon, hein, donc c'est pas Las Vegas, mais de la même façon, c'est dans le même ordre d'esprit. Amazon offre du consulting, donc l'AMO d'Angelo, là, c'est offert par Amazon, c'est gratuit. Quelqu'un vient chez vous, si vous achetez des objets connectés, et va analyser déjà votre besoin. Et puis après, deuxième rendez-vous, ça va être avec un installateur qui va venir chez vous, vous l'installer, avec des commentaires.
Donc on n'est pas à côté de la plaque avec la FNOR. Hein. C'est comme tout ce qu'on achète sur Internet, hein, que ce soit Airbnb, que ce soit tous les services que vous allez acheter sur Internet, eh ben, les gens qui vont venir chez vous, vous allez pouvoir donner votre avis et voilà, les autres consommateurs vont pouvoir vérifier que les gens qui viennent à domicile sont des gens professionnels, des gens compétents, etc. Donc, est-ce qu'on a envie de Amazon Service, de Geek Squad, de Best Buy ou de Andy en France? À vous de voir, c'est votre métier ça, hein. C'est vous qui êtes capable de faire ça. Et si on peut éviter d'ubériser, parce que là on est en plein dans l'ubérisation. Hein. Alors Amazon dit c'est des salariés Amazon. J'ai un gros doute, hein, à creuser peut-être, mais en tout cas c'est pas le modèle qui fait d'habitude. D'habitude il ubérise des gens payés au lance-pierre pour faire des petites prestations. Voilà, en France, l'idée, c'est de s'appuyer sur un réseau comme celui de la FNOR, comme celui de la SBA, sur vos compétences, pour faire ce genre de choses, et puis pour montrer aux acteurs type Leroy Merlin, et puis type bientôt, pourquoi pas les industriels, et puis peut-être les Amazon ou les Google quand ils vont débarquer en France sur ces sujets-là, que le réseau, il existe déjà et qu'ils peuvent s'appuyer évidemment dessus. Ça, c'était une start-up, hein, donc c'est pas le nom qu'il faut retenir, mais c'était la preuve qu'on va au-delà du produit en fait. Je trouve c'est très intéressant cette notion de gamification en fait, c'est-à-dire qu'ils mettent des produits connectés chez les promoteurs par exemple, et ils proposent des services en plus de challenge, de défis, de jeux autour des compteurs. Là, c'est du comptage d'énergie, parce que sinon, vous savez comme moi, vous regardez votre compteur une fois et puis vous en faites rien en fait. Hein. L'idée, c'est d'aller au-delà du produit, là aussi sur du service, pour donner envie aux gens de bénéficier de ces produits connectés et d'en tirer un bénéfice là, pécuniaire ou ludique. Donc, d'un point de vue service, c'est faible. En tout cas, ce qu'on voit à Leroy Merlin, à Las Vegas, c'est plutôt faible. Il y a peu de services, on y reviendra tout à l'heure. Alors, ce que j'appelle maturité contextuelle, c'est qu'une maison connectée, elle n'est pas isolée, en fait. Par exemple, énormément de choses, c'est des halls entiers à Las Vegas, hein, sur la voiture connectée et sur le lien entre la voiture connectée et sa maison connectée. C'est-à-dire qu'il n'est pas concevable qu'on ait une expérience différente. C'est la continuité, parce que le matin, vous êtes chez vous, vous passez 1 heure dans votre voiture, le matin, le soir, vous revenez chez vous. Ça doit être la même expérience, en fait. Donc tout à l'heure, je ne sais pas si Mine est là, mais je lui donnerai la parole, d'Autodo. Là aussi, alors je ne sais pas si on peut parler de start-up, mais en tout cas, c'est une jeune entreprise française qui était, alors je ne sais pas si j'ai mis des choses là-dessus, mais qui a montré la continuité entre ce que Renault va proposer dans ses voitures et la domotique qu'on peut avoir dans nos maisons dans différents pays. Donc c'est ça qu'ils proposent de faire le contexte, c'est pour ça que je parlais de contexte tout à l'heure, d'assurer la continuité de service entre la voiture et la maison. Avec la voiture autonome, on a vu plein de voitures autonomes là-bas, la voiture devient un salon. Donc c'est une pièce supplémentaire de votre maison, vous n'allez pas conduire, vous allez faire autre chose. Donc ça veut dire qu'on doit retrouver les mêmes fonctionnalités que dans sa maison. En termes de contexte, je trouvais intéressant, là on s'oriente un petit peu vers le bâtiment, vers le quartier intelligent, vers la Smart City. Là aussi c'est une start-up française qui parlait de communauté énergétique. Donc c'est des réseaux sociaux qui permettent d'échanger par exemple de la production, vous produisez vous sur votre maison du photovoltaïque, et à travers ces réseaux-là, vous êtes capable de les échanger avec vos pairs. Donc ça c'est évidemment une nouvelle et on est probablement en avance de phase, mais là aussi la maison n'est pas isolée, on le sait bien, hein, les smart grids, etc. C'est bien une maison au milieu d'un bâtiment, un bâtiment au milieu d'un quartier, un quartier au milieu d'une smart city. Donc c'est ce qu'on voyait à ce niveau-là. Beaucoup de tableaux, donc ça c'est nouveau, hein. Historiquement il n'y avait pas de tableau électrique à Las Vegas, hein. Donc là je vous ai mis plusieurs exemples, mais vous retrouvez Limoges, je ne vais même plus prononcer le mot, et puis un exemple de Schneider. Alors, le Schneider américain, donc vous retrouvez des tableaux qui ne sont pas du tout les tableaux qu'on retrouve en France, mais c'est la même démarche. L'intelligence est dans le tableau.
Donc là, vous voyez, notamment, et je pense que la meilleure démo que j'ai vue sur Las Vegas, c'était cette démo de délestage sur le tableau électrique Legrand, qui était très convaincante, qui était réelle, pas loin, qui montrait en fait qu'on peut tout à fait payer beaucoup moins cher son abonnement du fournisseur d'énergie, parce que le tableau va lisser, va anticiper, va éviter que ça saute, mais va quand même vous garantir un certain niveau de service en termes de recharge du ballon d'eau chaude, etc. Donc ça, c'est pour moi très intéressant, parce que c'est pas forcément l'objet qui est connecté. En l'occurrence, là, mon chauffe-eau, il n'est peut-être pas connecté, mais j'ai les services associés à ces fonctions-là. Et donc, là, plutôt grosse déception, hein, parce que je ne vais pas vous dire que Las Vegas c'est génial. Il y a des bids phénoménaux. Pour moi, tout ce qui est lié à la Smart City à Las Vegas, alors c'est des halls maintenant, hein, il y a un hall entier de Smart City, mais on ne retrouve que des trucs de mobilité, en fait, hein, des voitures, des navettes spatiales, etc. Donc c'est pas passionnant. En tout cas, c'est loin d'être concret pour nous, pour votre activité. Dernier point, ce que j'ai appelé ici la maturité éthique. C'est celle-là qui m'intéresse, en fait. C'est-à-dire, si on dit 2020, c'est le début de la domotique, du logement connecté raisonné, ben, il va falloir raisonner, il va falloir réfléchir. Et donc, je vous ai mis quelques exemples. Alors ça, c'est les procès en cours. Donc on en parle beaucoup, hein. Il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé à Las Vegas. Alors c'est très américain, donc ce n'est pas des Français qui nous en parlent, mais ça nous pend au nez, hein. Je vous ai mis le hashtag « ça nous pend au nez ». C'est-à-dire, un promoteur aujourd'hui parle de 25 000 logements connectés par an. Donc s'il y a le moindre problème de cyberattaque, s'il y a le moindre problème de produits défectueux, s'il y a le moindre problème de service, parce que là aussi, vous pouvez être défaillant. Donc toute la chaîne, à tous les niveaux, peut être défaillant. Ben, on va se retrouver, parce que vous savez qu'en France, maintenant, on peut faire des procès groupés. Donc les consommateurs vont pouvoir se regrouper et attaquer un fabricant, ou attaquer un promoteur, ou attaquer un réseau d'installateurs. Donc là, vous avez deux exemples, il y en a peut-être d'autres, mais voilà, c'est deux exemples intéressants, puisque c'est des majors, hein. C'est une class action contre Amazon, donc le produit Ring, hein, c'est essentiellement Sonnette, et là, en l'occurrence, c'est plutôt leur petit vidéophone, qui est une passoire. Donc je ne sais pas si Patrice est encore là, mais il y a un seul niveau d'authentification, c'est-à-dire que n'importe qui a réussi, enfin beaucoup de gens ont réussi à prendre le contrôle du vidéophone et donc à rentrer dans le réseau de pas mal de maisons. Il y a eu pas mal de scandales sur ce produit-là. Et ben, les consommateurs, plutôt que de dire offrez-moi un nouveau produit et sécurisez-le, ils attaquent. D'accord ? Donc ça veut dire que tous les fabricants de la planète vont faire attention. C'est nouveau, hein. Il y avait de l'impunité jusqu'à maintenant. Il y avait une prolifération d'objets connectés en toute impunité. Donc on faisait n'importe quoi. À partir du moment, parce que là ça va se solder probablement par des millions, voire des dizaines de millions de pénalités ou de remboursements, bah, ça ne peut plus durer. Et c'est peut-être ça qui a conduit les GAFA à ce chip, à cette réflexion sur mettons-nous tous d'accord ensemble, parce que de toute façon on va tous y passer dans ces procès. Et le deuxième, c'est Nest, donc vous connaissez tous le thermostat de Google. Bon, il induit en erreur, c'est-à-dire c'est hyper connecté, il y a je ne sais pas combien de brevets dans ce produit, c'est ultra sophistiqué, mais il n'affiche pas la température de la pièce, parce qu'il chauffe, parce qu'il n'est pas forcément très fiable. Donc ça, c'est, pour moi, parce que c'était un des premiers objets connectés, hein, rappelez-vous, hein, le thermostat connecté de Nest, c'était d'ailleurs pas Google à l'époque, c'était vraiment l'OVNI qu'on a vu apparaître il y a maintenant 5-6 ans. Ils s'en foutent de la température qu'ils mesurent. C'est quand même un peu embêtant. On ne peut pas travailler, enfin vous ne pouvez pas travailler en termes d'intégration si vous n'avez pas la bonne température. Et donc, de la même façon, 350, enfin en tout cas les avocats demandent 350 millions pour rembourser les gens qui se sont plaints. Bah, ça fait réfléchir Google, hein, même si c'est une goutte d'eau pour eux, ça peut se transformer en milliards. Si c'est les objets connectés de type assistants vocaux qui posent problème, ça se soldera en milliards. Donc, stop, eux,
vont faire attention. Donc les fabricants français vont faire attention. Les startups, petit à petit, vont être obligés. Donc ça, en Europe, on est quand même couvert par le RGPD et par ce qu'on appelle le privacy by design. Donc on est bien obligé en Europe de faire attention à ça. Mais on en est très très loin. C'est-à-dire la prolifération d'objets connectés qu'on a aujourd'hui, que vous déployez chez vos clients, est faible en termes d'éthique, en termes notamment de confidentialité des données. Évidemment, beaucoup de green. Donc sustainability, ça veut dire développement durable. Il y a beaucoup de choses à Las Vegas maintenant qui tournent là-dessus. Parce que c'est à la mode, donc vous voyez, c'est du vert, le greenwashing. Donc il y a tout et n'importe quoi. Mais on commence à réfléchir en bilan global. Et c'est assez intéressant parce que ça, on entend beaucoup ça et vos clients vous en parlent. C'est bien beau vos objets connectés, vous me dites que je vais faire des économies d'énergie, mais entre l'objet en lui-même, la sophistication de l'objet, le cloud, le data center, ce que ça consomme en data et en télécom, etc., le bilan, il est loin d'être bon en fait. Donc, on va commencer à se poser ces questions. D'ailleurs, le Edge AI dont je vous parlais tout à l'heure est une réponse à ça. S'il y a beaucoup de Edge, si on embarque l'intelligence et l'algorithme dans l'objet connecté, ça veut dire que, par définition, on aura moins de data center, moins de communication vers l'extérieur. Alors un petit cocorico aussi, même si c'est peut-être pas le lieu, mais les gens de la guerre m'excuseront. On a été très surpris parce que c'est la première fois qu'on voyait Deltador à Las Vegas, sans domotique en fait, donc on se demandait bien ce qu'ils allaient présenter. Et ils ont fait un carton avec un tout petit produit de gestion de ballons d'eau chaude en fait. Et donc là aussi je trouve que c'est l'approche raisonnée en fait. C'est-à-dire on ne parle pas de tout l'écosystème, de tous les objets connectés du catalogue Deltador. On prend un exemple, donc l'innovation, parce que Las Vegas c'est d'abord l'innovation, et puis on illustre sur un produit ce que l'intelligence artificielle et ce que le connecté peut apporter. Donc ça c'est plutôt convaincant, vous pouvez regarder, alors je vous ai peut-être mis le nom, non j'ai pas mis le nom de l'offre de Deltador, mais vous le trouverez facilement. Là aussi, il y a la gamification, c'est-à-dire qu'on va motiver les membres de la famille à faire attention à ce qu'on consomme en eau, en bain, en eau chaude, etc. Et puis, il va anticiper. Donc, ce qu'ils annoncent, donc ça c'est à vérifier, le produit n'est pas encore sorti, mais on vérifiera, c'est que terminer les problèmes d'eau chaude, en fait. C'est-à-dire, en mettant ce genre d'intelligence, le produit va anticiper, et donc, on gagne à tous les niveaux. La planète est plus verte, on consomme moins d'eau chaude, on paye moins, etc. Je crois que c'est hollandais, donc Hydraloop, c'est sur du recyclement d'eau, tout simplement. Donc là, c'est des objets un peu connectés, ce n'est pas le point fort de ces objets-là, mais il y a de la connectivité qui va récupérer l'eau de la salle de bain et qui va la réinjecter dans la vaisselle, etc. Mais tout est packagé, tout est intégré. Et donc ça pourrait intéresser énormément de promoteurs, par exemple, ou là, moi, je dirais presque territoire, parce que Las Vegas, cette année, c'était aussi beaucoup les territoires. Donc ça, c'était assez surprenant, c'est qu'il y a des offreurs de technologie, il y a des distributeurs, il y a beaucoup de gens qui viennent faire de la veille techno, dont beaucoup de territoires. Et ça, on l'a vu l'an dernier, hein, si vous vous souvenez, ceux qui étaient là à la convention de l'an dernier, on avait, par exemple, un écoquartier qui venait présenter son écoquartier en termes de smart. On pourrait très bien imaginer, comme l'exemple d'Angelo tout à l'heure, où le politique dit dans ce quartier-là, il doit y avoir des BSO. On pourrait très bien imaginer que le territoire, la commune ou la communauté de communes disent dans ce territoire, il doit y avoir sur tous les bâtiments, dans tous les logements, ce genre de fonction. Là aussi, un petit cocorico, donc sur Nodon. Je ne sais pas si tu étais ou tu n'étais pas. Donc je vais témoigner pour toi. C'est la logique de bilan. C'est-à-dire une partie, alors tu me corriges parce que je ne suis pas sûr d'avoir la bonne info, mais une partie du plastique qui constitue tous ces objets connectés est recyclée, par exemple. Donc, c'est pas grand-chose, mais c'est un début de prise de conscience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à faire n'importe quoi, même en fabrication de ces objets et en bilan carbone, en bilan global de ces objets. Ça c'est pour Philippe, je ne sais pas s'il est là. Il y avait cette année un espace
accessibilité. Donc, tu te demandais si tu devais exposer à Las Vegas. Peut-être que l'année prochaine, cet espace accessibilité, maintien à domicile va grandir. Là aussi, dans cette logique d'éthique, en fait. Les objets connectés pour le barbecue, les objets connectés pour la brosse à dents, voilà, c'est pas passionnant. Il n'y a pas grand-chose derrière. Il n'y a pas de sens. Bon, des objets connectés pour le maintien à domicile, on sent bien qu'il y a un peu plus de sens. Et donc là, on touche à l'éthique, on touche à l'inclusion. Là, vous avez l'exemple d'un territoire, d'ailleurs, hein, c'est le Premier ministre québécois qui se fait expliquer, ça c'est une start-up française d'ailleurs, hein, qui montrait un peu son innovation sur l'accessibilité qu'il propose. Bon, voilà, c'est peut-être un nouveau territoire à investir pour certaines start-up ou certaines entreprises françaises. Ça devient un lieu où on parle de maintien à domicile. Historiquement, on parlait beaucoup de santé. À Las Vegas, hein, il y a beaucoup de choses sur la santé connectée. Bon, ça y est, là on va un peu plus loin sur du concret, sur la maison connectée pour les seniors en l'occurrence. Dernier point, Apple ne fait plus Las Vegas depuis au moins 25 ans. Pour la première fois, Apple était présent. Alors pas sur un stand, hein, mais là, vous avez Jen Howard, qui est la responsable de tout ce qui est confidentialité des données chez Apple, qui a participé à une conférence. Et là, je trouve ça très éthique. Alors évidemment, c'est de la récupération, mais ils ont raison de surfer là-dessus, parce que même si HomeKit est probablement un peu à la rue, ils sont très en avance sur les données. Apple, c'est quand même leur fonds de commerce, hein, et ils réagissent à tous les scandales Facebook, tous les scandales Amazon, etc., ou Google, sur qu'est-ce qu'on fait de vos données issues de ces objets connectés. Et eux, ils ont, alors c'était une pub dans Las Vegas, je crois que c'est un mot de Steve Jobs à l'époque, qui disait « Ce qui se passe sur votre iPhone reste dans votre iPhone ». Je pense qu'on pourrait reprendre cette phrase-là pour la maison. C'est-à-dire si vous, même chez vous d'ailleurs, hein, ou chez vos parents ou chez vos clients, vous devez rassurer, vous pouvez rassurer en disant tout ce qui se passe dans notre maison reste dans notre maison. C'est ça la définition pour moi de la maison connectée éthique. Parce que s'il y a la moindre donnée qui remonte ailleurs, de toute façon, il y aura des problèmes, il y aura au moins une suspicion, il y aura un problème de confiance. Donc Apple, sans être présent, était sur l'initiative numéro 1 qui était Chip, donc l'histoire de la convergence des protocoles, là, et était sur probablement le questionnement numéro 1 qui est c'est quoi un objet connecté raisonnable? Et ben voilà, ça c'est peut-être le point fort d'Apple et c'est ce qu'on a vu pour moi de plus intéressant en termes d'éthique à Las Vegas. Donc pour résumer, si je reprends ma question de départ qui était est-ce que à Las Vegas cette année on est sur le début de quelque chose de raisonné, bon, on est loin du compte en fait. Hein. C'est-à-dire que, en gros, j'espère que si j'y retourne dans 2 ou 3 ans, ou si quelqu'un d'autre représente la SBL l'année prochaine, on gagnera des étoiles. Mais aujourd'hui, pour moi, encore une fois, on va écouter les autres, mais sur la partie technologique, on est bien. Avec Chip, on est à 5 étoiles en gros. Hein. Avec de la cybersécurité et un protocole convergent, on est à 5 étoiles, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Donc on n'est pas loin. Par contre, au niveau service, on est loin. Donc là, j'ai mis 2 sur 5. Au niveau contextuel, on commence à voir des choses sur la Smart City, sur la mobilité, mais on est loin. Et je ne vous parle pas de l'éthique. On est à des années-lumière de ce dont on a besoin, en fait. Hein. Donc voilà un peu, moi, mon bilan de l'édition 2020 du CES. C'est un peu, je ne dis pas un constat d'échec, mais c'est en tout cas un constat un peu amer de ce qui arrive. Parce que n'oubliez pas que ce qu'on voit cette année à Las Vegas, c'est ce qu'on aura chez nos clients l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc on est encore un peu loin et donc on a besoin de vous, d'humains, pour pallier à ça. Parce que vous pouvez rajouter une couche d'éthique, vous pouvez rajouter une couche de cybersécurité, vous pouvez rajouter une couche de service, évidemment. Donc, vous venez pallier, je dirais, au dysfonctionnement et au côté immature des objets connectés. D'accord ? Donc, retenez ça. L'idée, petit à petit, c'est que collectivement, et les industriels qui sont dans la salle peuvent s'en inspirer en disant où on en est nous-mêmes
faire votre score au niveau de ces 4 niveaux en disant est-ce qu'au niveau technologique on est bien, est-ce qu'au niveau service on est bien, est-ce qu'au niveau contextuel et éthique on est à 1 étoile ou à 0 ou à 4 ou à 5. Encore une fois, et c'est ça l'objet de la Smart Building Alliance, c'est de faire avancer tous ces sujets-là en fait. Parce que un fabricant, lui, il est dans la tête dans le guidon, par définition, il produit des choses, mais il n'a pas ce recul-là. On ne demande pas à un fabricant de faire du service, par exemple. Par contre, la Smart Building Alliance en France, et j'espère bientôt ailleurs, va travailler sur ces sujets-là pour qu'un produit, tant qu'il n'est pas plug and play, soit associé à une prestation de service. Ce n'est pas possible autrement. D'accord ? Donc, si je peux demander à Emmanuel, Olivier, Mine, peut-être Thomas, je ne sais pas s'il est là parce qu'il était en réunion. Ah Thomas, ouais, si vous venez me rejoindre, et on va les applaudir parce qu'ils reviennent de Las Vegas, on est tous... Donc je vous passe le micro un par un, si vous pouvez juste vous présenter l'entreprise, et puis surtout compléter, voire donner votre propre analyse, parce que je pense que ça intéresse aussi d'avoir le contre-pied par rapport à ce que je viens de dire. Emmanuel ? Alors oui, merci beaucoup. Donc Emmanuel Ballandras de Legrand, c'est très compliqué de passer après une présentation aussi brillante, et je le pense sincèrement, François-Xavier. Donc voilà, déjà ça c'est l'introduction. Juste revenir sur quelques points que tu as dit, peut-être pour essayer de les prolonger ou de continuer la réflexion, y compris avec le public. Moi j'ai vu sur le stand Amazon une magnifique voiture aussi. Je pense qu'on a vu beaucoup de voitures dans beaucoup d'endroits. C'était sur Amazon, oui, une Lamborghini, c'est ça. Et qui disait, et tu l'as évoqué, un concept qui est de plus en plus important, qui dit « Home is everywhere ». Et c'était marqué en gros, avec à côté des logos Amazon et Lamborghini. Et ça, j'ai bien aimé, ça poursuit ce que tu dis, c'est l'idée que le smart home en tant que tel devient presque ringard, comme le smart office et comme la smart car, parce que ce qui devient en fait connecté, c'est François-Xavier connecté, qui du matin où il se lève, et il se trouve que c'est très souvent chez toi, même si c'est beaucoup à l'hôtel aussi, j'imagine. À un moment, il rentre dans sa voiture ou même dans les transports en commun jusqu'à son lieu d'arrivée, qui est souvent un travail ou un bureau, mais qui peut être également un lieu de vacances. Et le parcours retour, que ce soit le soir ou que ce soit 3 semaines plus tard, ça reste d'abord et avant tout une personne qui est connectée et qui évolue dans des miroirs, maison, voiture ou bureau, qui renvoient la connectivité permanente de François-Xavier. Le plus souvent aujourd'hui sur un smartphone, on peut imaginer demain, pourquoi pas, sur d'autres interfaces, et pourquoi pas un jour, gardez vos tomates. Je ne fais que retranscrire ce que j'entends et ce que je vois par rapport à des puces qui seraient intégrées au bout de doigts, ou pourquoi pas sur les épaules, dans la tête, etc., etc. Gardez bien vos tomates, c'est pas moi qui le dis, c'est encore une fois une tendance qu'on voit et qu'on observe. Donc ça, c'est très intéressant. Smart Home, qu'est-ce que ça veut dire après tout? Smart Office, qu'est-ce que ça veut dire? Smart Car, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vous qui êtes connecté et c'est vous qui avez un parcours connecté toute la journée. Ça, c'est important. Et ça va rejoindre, évidemment, les étoiles d'éthique que je vois derrière, toutes les questions philosophiques, sociologiques, psychologiques que cela va créer, qu'il appartiendra à l'humain avec un grand H, certainement pas à le grand, certainement pas à la SBA, mais à la société de répondre. Et ça, je pense que c'est important. Qu'est-ce que tu en retires, toi, en tant que Legrand? Est-ce que, voilà, par exemple, tu conseillerais à la guerre d'avoir un stand? Wow. Je suis certainement pas venu donner des leçons. J'ai rencontré Thomas de toute façon sur notre stand parce qu'il a eu la gentillesse de venir, et je trouve que c'est important qu'on ait la curiosité entre grands industriels de se faire connaissance les uns des autres et de visiter nos stands. Ce que je pense, c'est que ça reste un très grand salon du connecté, il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne ferai pas du CES bashing, je pense que c'est un peu aussi en filigrane de ce que tu disais, une forme de stabilisation. Je pense l'innovation pour l'innovation, ou la course à l'innovation, si on se retourne derrière et qu'on voit que personne ne suit, ça va parfois un petit peu trop vite, et je pense qu'on a observé cette phase de stabilisation au CES aussi. Je pense qu'il est important de jamais oublier que le C de CES, c'est consumer, et le S, c'est show. Tout ce qui a été montré n'était pas forcément consumer-oriented, et tout ce qui a été montré n'était pas forcément show. On a essayé modestement chez Legrand de théâtraliser nos innovations.
Le tableau connecté, quand on m'a dit ça il y a 6 mois, j'ai dit oh là 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 là, comment est-ce qu'on va intéresser Madame Michu avec un tableau connecté? Par pitié. Bon, ben on a réussi à théâtraliser, je pense, cette innovation, et tu l'as dit, pour le montrer et faire que ça soit sexy pour l'utilisateur. Donc oui, je conseillerais à tous les fabricants d'aller au CES, mais ceux qui ne vont pas au CES ont parfaitement légitimité à prendre la parole sur le connecté aussi, bien entendu, et nos hôtes d'aujourd'hui, autant que d'autres. Merci Olivier. Merci. Alors, Olivier Darnaud, société Oseo. Nous, ça fait 17 ans qu'on est intégrateur domotique et on sort notre propre programme de produits domotiques qui s'appelle Dose. Voilà, ça c'est pour le résumé. Alors, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied. Non, mais très bien parce que ta présentation était top. Et en fait, ça reprend exactement tout ce que je voulais redire. Donc, il n'y aura pas beaucoup de choses innovantes par rapport à ce qui est dit. Mais effectivement, si moi, ce que je retiens, c'est... Comme a dit FX, c'est le tout connecté. Alors effectivement, vous avez absolument tout connecté dans le bâtiment. Dans les exemples qu'on a vus, on avait notamment la cuisine ultra connectée. Donc vous avez le robot qui fait les recettes de grands chefs à la perfection, qui est capable d'ouvrir les placards, qui est capable de prendre les aliments partout. Si vous ne les avez pas, il les commande directement sur Amazon, etc. Voilà, on arrive maintenant sur une cuisine connectée. Alors peut-être qu'on peut dire que ça perd de son charme, etc. Il y a effectivement l'éthique, l'humain, etc. Il va falloir qu'il trouve sa place, mais tout est connecté autour de nous. On a aussi la salle de bain connectée avec le miroir connecté, qui est possible. Il analyse votre peau. Il vous dit si par exemple vous êtes en bonne santé, s'il peut y avoir un problème, etc. Il prend votre forme morphologie et il vous conseille sur le choix des vêtements. Et derrière, il peut vous sortir la facture et vous les commander automatiquement. Donc effectivement, on voit une profusion d'objets connectés, mais pas les uns avec les autres. Et c'est ça effectivement la limite qu'on a vue aujourd'hui, enfin cette année au CES, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de convergence. Et on espère que la convergence IP pourra amener ce genre d'évolution. Autre élément, le vêtement connecté. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on a vues, beaucoup liées à la santé. Donc, est-ce que vous êtes tombé? Est-ce que vous êtes debout? Est-ce que vous êtes en bonne santé? Votre rythme cardiaque, etc. pour déclencher des alertes. Voilà, tout ça pour dire environnement ultra connecté. Et il y a 6 thématiques que tu n'as pas évoquées, qu'on a pas mal vu quand même apparaître, c'est tout ce qui est blockchain. Alors, blockchain, c'est un gros mot qu'on commence à voir un petit peu partout. Mais ce qui est important de retenir pour le smart home, c'est qu'il va falloir garantir la véracité de toutes les informations qu'on capte de l'environnement. Et ça peut être notamment la blockchain. Un exemple d'utilisation de ça, c'est le cas d'applicatif de Airbnb. Vous mettez un logement connecté à la disposition de quelqu'un, donc vous avez un frigo connecté, donc la personne peut librement utiliser tout ce qu'il y a dans le frigo. Vous avez une machine à laver connectée, un sèche-linge connecté, etc., etc. Et à la fin, vous avez un tiers de confiance qui est la blockchain qui garantit que vous avez utilisé tel et tel et tel et tel objet dans le bâtiment connecté et qui génère une facture. Et c'est là où ça devient important d'avoir tous ces objets connectés et que l'on puisse garantir la source des informations qui en sont sorties. Et notamment, tout ce qui est banque et assurance sont très intéressés par ça pour développer des modèles économiques là-dessus. Alors on a vu aussi beaucoup le LIDAR apparaître, et ça c'est des choses qui se développent énormément. C'est tout capter dans l'environnement. Et maintenant on arrive avec ce type de capteur à pouvoir déterminer le nombre de personnes dans une pièce, savoir si la personne elle est allongée, assise ou debout, et on peut même avoir le rythme cardiaque des différentes personnes à l'intérieur du bâtiment. Et donc ça, c'est alors bâtiment, mais aussi voiture. Et donc, on arrive, notamment aux États-Unis, il y a le cas où on peut déterminer les personnes qui sont à l'intérieur d'une voiture, et notamment, si la personne, c'est un bébé, laissé tout seul dans une voiture, et c'est interdit aux États-Unis, ça peut déclencher une alarme. Voilà, il y a tout un tas de modèles économiques qui se développent autour de ça, et ça faisait partie des assez grosses innovations de savoir capter si une personne est à l'intérieur d'un bâtiment.
Alors, vous n'aviez pas un stand, hein, vous avez pitché. Ma question, c'est est-ce que c'est positif, parce que ça, on ne demande pas de chiffres, hein, mais est-ce que c'est quelque chose que vous referiez ou carrément avoir un stand l'année prochaine? Alors oui, bien sûr, on le fera, très probablement avec un stand. Et c'est de toute façon c'est là où l'avenir se trace. Et je pense que c'est, même si même on n'expose pas, il faut être présent pour toucher l'avenir, pour toucher, voir ce qui va se faire dans l'avenir. Et effectivement, on a vu cette année que enfin c'est en marche. La machine met du temps à se mettre en place, mais ça y est, c'est parti et on est dans la bonne direction et on peut espérer que dans les années à venir, on ait une convergence vers tous les acteurs du Smart Home. Merci beaucoup Olivier. Thomas? Oui. Bonjour à toutes et à tous, Thomas Burclay, je m'occupe des bâtiments connectés ici chez Aguerre. J'en profite pour vous souhaiter la bienvenue. Moi, il y a 2 points qui m'ont marqué. Le premier, c'est vraiment le boulevard qui est créé au CES et globalement pour la Smart Home, qui est forcément bon pour nous tous, acteurs de la profession. On voit de plus en plus de stands qui parlent de création de valeur. Alors forcément, quand on est fabricant, la chaîne de valeur pour aller jusqu'à l'utilisateur final, elle passe par vous. Et donc on se pose la question de comment on crée de la valeur pour vous, comment est-ce que vous-même vous en créez pour vos clients. Et des sociétés comme Vaillard qui faisaient des capteurs. L'année dernière, nous présentaient encore toute une effluve de capteurs technologiques. Et bien finalement, aujourd'hui, ils présentent ce qu'ils peuvent faire pour un magasin, ce qu'ils peuvent faire pour un logement, ce qu'ils peuvent faire pour un hôtel. Donc tout ça, ça crée, je pense, une démocratisation du smart home qui est bonne pour nous d'une façon générale, parce que ça crée une capacité de pénétrer dans l'esprit de l'utilisateur et de faire en sorte qu'il y ait une attraction qui se crée. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, plusieurs initiatives, donc Chip, on en a parlé, Connected Home over IP. Je me souviens, il y a quelques années, une initiative qui s'appelait Thread, qui était pour moi, qui avait la même ambition, qui finalement a capoté. Donc espérons que cette fois-ci, on arrivera à aller jusqu'au bout. Il y a des signes positifs, je pense. Le fait qu'Apple ait mis HomeKit en open source est un signe assez fort d'une forme d'ouverture qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Donc ça, nous qui sommes férus de technologie également, ça nous intéresse, l'open source. On arrivera à créer quelque chose certainement de plus adapté pour l'utilisateur. Ça a aussi provoqué l'ouverture de Z-Wave Alliance, du coup. Ouais, Z-Wave a annoncé, on ouvre le protocole. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement, effectivement. Voilà. Donc ça va dans le bon sens. Voyons si ça va arriver dans 2 ans ou dans 10 ans. Ça, c'est positif. Après, il ne faut pas se voiler la face. Donc on parle de création de valeur, mais il y a aussi de la dilution de valeur. Amazon Home Service, ceux qui ont fait le jackpot, ce sont les personnes qui changent les écrans de vos téléphones, qui se sont trouvés un super nouveau business en faisant en sorte de pouvoir accompagner les utilisateurs pour un coût somme toute modique, hein, puisque le panier moyen c'est plutôt aux alentours des 50 $. Donc là, clairement, il y a aussi une certaine forme d'ubérisation, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais nous allons et vous allez tous avoir un petit peu plus de concurrence sur ce terrain-là, acteurs de service pour les utilisateurs et pour les professionnels. Donc ça, c'est un point sur lequel il faudra être attentif et qui nous invite peut-être à collaborer un petit peu plus en avant, acteurs de la profession, pour être sûr qu'on puisse pousser l'ensemble de l'activité et l'ensemble des intégrateurs et des installateurs pour réussir à performer dans le smart home. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, clairement, le périmètre de la smart home évolue. Donc quand on voit des acteurs comme Sony, alors Sony vous présente la Xbox et juste après il vous présente une voiture. Alors c'est pas habituel de faire ça et globalement on voit bien que les acteurs de la technologie ont la voiture comme cible. C'est le prochain élément à digitaliser d'une façon générale et vous-même Autodo avez présenté le lien qu'il pouvait y avoir entre la smart home et la voiture. Donc ça va créer, si mon premier point était de pouvoir pénétrer le marché de la smart home, ça va créer une dimension plus large au périmètre smart home. Donc ça, je trouve que c'est tout à fait positif. Et puis Samsung, quand ils vous présentent leur nouveau robot, alors vous l'avez peut-être vu, c'est une petite balle de tennis comme ça qui vous suit. Ils ne vous présentent pas ça comme étant la robotique faite d'intelligence artificielle. Alors ils en parlent bien sûr parce qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle sur le stand, mais ils vous disent que c'est votre prochaine alarme.
En gros, dès qu'elle va entendre un bruit à gauche, dès qu'elle va détecter quelque chose en face de soi, elle va prendre un petit film et ça va être le futur capteur de votre alarme. Donc là, c'est pareil. Je pense que ce marché de la smart home et du smart building, il est en train de s'élargir et tout ça, c'est très positif pour nous. Ça crée un marché, ça crée une communication, ça crée de la perception, ça démocratise le logement et le bâtiment connecté, ça c'est bien, mais encore faut-il que tous ensemble on arrive à saisir cette opportunité et il y a forcément quelques défis encore. Donc voilà, je pense que c'est une démarche qui est collective et sur laquelle on souhaite nous-mêmes accompagner toute la profession pour faire en sorte qu'on puisse y arriver tous ensemble. Parfait, très clair. Min, merci toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc moi je suis Mina Wang, je suis en charge de la partie innovation chez Autodo. Alors déjà merci beaucoup pour ce retour de CES. Moi je vais plutôt faire un retour en tant qu'exposant. La rose frustration, c'est le CES, ça fait la 6e fois que je le fais. En tant qu'exposant, vous êtes toujours cloîtré à votre stand. Vous avez quand même beaucoup de passages, donc vous devez être présent. Donc toutes les innovations qui sont présentées lors de ces retours de CES, moi je suis très très friand parce que moi ça me permet de découvrir ce qui se passe au CES. L'idée en tant qu'exposant, c'est que le vendredi, vous avez 2-3 heures pour faire un tour vite fait pour regarder ce qui se passe. Donc vous avez quand même très très peu de temps. Et c'est pour ça que je participe beaucoup à ces retours de meeting. Alors, Autodo, je vais vous parler vite fait d'Autodo. Autodo, c'est une start-up. Autodo, nous, on fait une plateforme en marque blanche pour les opérateurs de services qui veulent se positionner sur le smart home. Donc on leur fournit tout un tas d'outils pour qu'ils puissent le faire rapidement, pour qu'ils puissent se focaliser sur leurs services, tout en évitant de perdre du temps sur tout ce qui est problématique technique, comme la sécurité, les protocoles, tout ce qui est interfonctionnement. Voilà. Donc récemment, on a gagné un appel d'offres avec Renault. Et la plateforme d'Autodo est en charge de la communication entre la voiture et la maison connectée. Et donc c'est ce concept-là qu'on a présenté sur notre stand au CES. Donc là, on a présenté le concept, le tableau de bord des voitures Renault, qui sont les Clio, la Zoé et la Capture. On a 2 scénarios domotiques qui sont mis sur le tableau de bord. On a le scénario je rentre et je pars. Donc quand je rentre, je vais réveiller la maison et quand je pars, je vais endormir la maison. Voilà. Donc ça c'est donc le fait d'avoir hébergé le logo Renault sur notre stand, ça nous a permis d'avoir énormément de visites. Autodo s'est fait connaître dans le monde entier, je dirais. Voilà. Donc grâce à des articles de presse venus de toutes parts. On a comptabilisé autour de 2 millions de vues sur le sujet Autodo Renault. Donc ça pour nous, rien que ça, le CS, ça a été une super chose pour nous. Voilà. Et dernier point technique également, voilà, on a beaucoup parlé de chip. On a profité également pour montrer au comité de direction de la Zigbee Alliance tout notre intérêt sur ce protocole. Voilà, donc on a voulu les rencontrer pour donner la position d'Autodo, comme quoi on voulait être impliqué sur ce sujet et vraiment suivre le sujet de près. Voilà, donc si dans l'Assemblée il y a également des gens qui suivent de près ce sujet, je serais ravi d'en parler également avec eux. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions en fait? Parce qu'on parle. Alors, Jacques, tu peux te présenter? Jacques Hugron, Domotix. Donc j'ai remarqué que vous essayez tous de nous vendre chips. Je voudrais juste savoir si ce n'est pas une déclinaison de la patate connectée et si la note ne sera pas trop salée. Est-ce qu'Emmanuel, tu peux en parler? Parce que d'un point de vue Legrand est dans l'initiative. Donc est-ce que c'est que du marketing ou est-ce qu'il y a du fond? Alors, que du marketing ou que du faux? Déjà, par nature, je suis un garçon très prudent. Alors, on est à l'initiative, je te reprendrai légèrement. On a la vice-présidence de la Zigbee Alliance Monde. Voilà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vice-présidents et un président, c'est pas nous, et c'est le monsieur d'ailleurs que vous avez rencontré, je crois, chez Autodo, monsieur Toby Richardson, de mémoire. Je sais pas, j'ai pas la réponse à cette question, vraiment très humblement. Ce que je peux dire, quand même, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'à la porte de cette Zigbee Alliance, a frappé, je devrais dire, un seul point, qui sont les 3
GAFA, enfin les GAF, ensemble. Et ça, c'est intéressant quand même. C'est la première fois qu'avant de parler de Zigbee, ils se mettent d'accord sur la porte à laquelle frapper. Il se trouve que ça a été à la porte de la Zigbee Alliance. On peut tous disserter ensemble sur la raison pour laquelle ils ont frappé à cette porte et pas à une autre. Et ensuite, je constate, d'abord il y a eu tout un tas de brainstorming de Legrand et d'autres pour se dire, oulala, est-ce qu'on les laisse rentrer ou est-ce qu'on les laisse pas rentrer, parce que puis tout le monde a participé, tous les membres de la Zigbee Alliance ont participé, il y en a d'autres dans la salle, à cette réflexion-là. La réponse a été que, globalement, quand il y a un gros point comme ça qui frappe à votre porte, bon, ben, faut pas être que débile, et il faut savoir au moins s'asseoir et écouter. Ils n'ont pas attendu la Zigbee Alliance et les membres de la Zigbee Alliance pour être populaires partout dans le monde et avoir des utilisateurs partout dans le monde, donc ceux qui déjà brandiraient la menace de dire « Oh, la Zigbee Alliance et surtout Legrand, c'est vous qui avez fait rentrer le méchant Amazon en France ». Bon, celles-là, je les inviterai à regarder très gentiment ce que fait Amazon en France et combien de personnes, y compris vous d'ailleurs, bande de petits hypocrites, faites-vous tous les matins pour commander le trombone à coulisses ou autre four à micro-ondes. Donc voilà, donc là il faut prendre un petit peu de recul et donc ma réponse sera d'une neutralité exemplaire, j'en sais rien, ça vaut le coup de jouer, ça vaut le coup peut-être de voir comment ces trois-là peuvent participer et contribuer à une accélération du smartphone partout dans le monde. Encore une fois, ils le feront seuls. Donc je me dis, s'ils le font avec quelques gens un peu raisonnables qui fronceront des sourcils en disant on va arrêter un petit peu les bêtises, on est un fabricant d'infrastructures électriques et numériques du bâtiment et ça fait 100 ans qu'on fait des produits, hein, aussi bien Aguerre, Schneider que Legrand peuvent dire ça et d'autres acteurs dans la salle. Donc asseyez-vous et écoutez, je pense que c'est mieux qu'ils soient à la table plutôt que tout seul à jouer comme ça. Voilà, ma réponse sera uniquement très prudente. Non, je pense que globalement, dans les 10 dernières années, on a énormément parlé d'IP. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'IP? Parce que c'est quelque chose de très ouvert qui permet justement à chacun de s'approprier et de façonner la valeur qu'il veut créer. Donc, je le disais avant, il y a eu Thread, maintenant il y a cette initiative et c'est pas fait encore. Hein. Toute l'année 2020, il y aura des discussions pour s'assurer que quelque chose peut aboutir de cette initiative et que c'est pas juste un coup marketing comme tu le disais. Donc, je pense que le fait qu'on ait depuis 10 ans une croyance que l'IP est peut-être la réponse à l'interopérabilité qu'on attend. La meilleure interopérabilité, c'est très simple, ça s'appelle l'Internet. Hein. Donc là, il n'y a pas de débat, on en a tous chez nous. Qu'il y ait des initiatives qui poussent l'IP pour essayer de se structurer et d'aller dans quelque chose qui est viable, ça me semble intéressant. Maintenant, KNX le fait également, donc on verra comment est-ce que les choses vont s'opérer. Vraisemblablement, on vivra encore avec une petite diversité d'écosystèmes quelques années. Mais en tout cas, voilà, le fait qu'il y ait des initiatives et que ce soit les acteurs de la technologie qui se bougent également sur ce terrain-là maintenant, c'est bien. Et ça, une fois qu'on sera tous interopérables, vous pourrez vous-même beaucoup mieux opérer et un peu moins gérer la technique et un peu plus gérer le client et ce qu'on peut lui proposer. Donc ça me semble intéressant, mais c'est pas fait encore. Un petit complément qui n'a pas été évoqué, qui me revient maintenant. Le CES, c'était aussi la débauche d'énergie. Alors, c'est très questionnant, aussi lié avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, avec la sécurité informatique. Aujourd'hui, tous ces objets connectés, même si d'une certaine manière, ils essaient de faire des économies, on ne peut pas nier qu'ils consomment par eux-mêmes. Et quand vous voulez implémenter de la sécurité sur ces objets-là, vous êtes obligé d'avoir beaucoup de puissance de calcul. Et donc, c'est pas neutre au niveau consommation énergétique. Et ça fait, à mon avis, partie des grands enjeux de réflexion pour les années à venir. C'est comment garantir, et blockchain, c'est pareil, c'est débauche d'énergie, comment garantir la sécurité de ces installations sans exploser dans la dépense énergétique. Donc voilà, j'ai pas de réponse, mais en tout cas, c'est une thématique sur laquelle il faut réfléchir et travailler. Le mot de la fin pour Mine, parce qu'il. Juste pour revenir sur Chip. Donc vous savez que le brouillon de la spécification va être attendu pour courant septembre 2020. En ce moment, il y a beaucoup de réunions qui sont en cours justement de brainstorming pour mettre tout ça en place.
Donc, puisque j'y participe également, je peux vous dire qu'aujourd'hui, des gens comme Google, Apple, Amazon, ils sont tous ensemble en train de vouloir prendre quelque chose en commun. Voilà. Donc ça, c'est quand même un signe. Avant, il y a eu le protocole Thread. Malheureusement, après, derrière, il y a eu beaucoup de couches applicatives qui se sont formées autour. Là, c'est vraiment de faire une couche applicative vraiment commune pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a quand même un bon espoir dessus, quoi. Donc ce que je vous propose, parce qu'il est l'heure de déjeuner, c'est, vous les avez situés, hein, si vous avez d'autres questions pour mes compagnons de voyage, n'hésitez pas à les solliciter. Je les remercie, on peut les applaudir.